La plus grande de nos richesses ne se mesure pas en millions. Nous vous faisons découvrir des ovnis pour vous permettre d'en devenir un, vous aussi. Sportifs, entrepreneurs, artistes, ils nous partagent chaque semaine leurs récits de véritables trésors d'informations. Eh bien, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode d'OVNI. Je suis très heureux aujourd'hui de retrouver Guillaume Vidal. Je pense que ça fait à peu près 12 mois qu'on essaye de caler ce podcast et donc heureux de profiter de cette fin de mois de juillet pour le faire. Comment ça va, Guillaume? Tout va bien? Oui, super, merci beaucoup. Je suis ravi qu'on puisse faire ça enfin et ravi qu'on se soit rencontrés. C'était une belle rencontre et on a beaucoup échangé. Qui remonte à 18 mois à peu près C'est avec ça. une mise en relation d'un de nos souscripteurs du fonds OVNI Capital qu'on remercie chaleureusement, Cyril Vermeulen. C'est vrai que la vie est faite de ce genre de rencontres et cette sérendipité que tu sais mettre en place. Est-ce qu'on peut commencer tout simplement par cette formule qu'a mon associé Mathieu, où je te demande de te présenter et de nous dire un peu qui tu es? Ouais, ça marche. Donc, je suis d'originaire de Lozère, un endroit où il y a plus de vaches et de moutons que d'hommes, la vraie campagne. Et j'ai bougé assez rapidement à l'international. Ça a été mon papa nous a poussé, mon frère et moi, à aller voir un peu ailleurs. Lui était allé voir Paris en 68, de Lozère. Donc, c'était un gros changement. Mon frère a vécu la plupart de sa vie aux États-Unis et en Angleterre et moi, j'ai fait, Espagne, Irlande et puis je suis parti en échange sur Hong Kong. Ce qui m'a ouvert, la vue sur l'international et j'ai passé, une quinzaine d'années en Asie, en Chine et ensuite, vécu aux États-Unis et j'ai monté, là-bas un business avec mon associé, Cole, qui s'appelait Green Creative, qui est une société de luminaires pour le marché commercial, le marché, des professionnels, donc les équivalents de Rexel et Sonepar là-bas, aux US et on a fait tout ça dans beaucoup de difficultés, mais on s'en est bien sorti. On l'a revendu à 2 reprises et aujourd'hui, on a une société toujours avec Cole, dans l'investissement où on a investi un peu dans pas mal de différentes choses et puis j'ai 2 enfants, de 13 et 8 ans, que je mets, maintenant en avant sur tout. Ma vie est privilégiée, j'ai le temps et la possibilité de m'occuper d'eux et c'est vraiment, ce à quoi je prends un grand plaisir. Ouais, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup, dans nos discussions depuis 18 mois. C'est aussi, cette façon que tu as d'articuler, ta vie d'après l'entrepreneuriat, parce que c'est des chapitres, en fait, tout ça, autour de cet objectif et c'est quelque chose que je dis aussi souvent en me disant: «Mes plus gros investissements, c'est aussi, mes enfants». En tout cas, ils sont très importants à mes yeux. Peut-être pour revenir au tout début de ton parcours, je pense pas qu'en 2002, 2003, 2004, quand toi tu fais, ton école de commerce, ce côté, carrière à l'international est aussi présent et important qu'aujourd'hui. Qu'est-ce qui a fait donc tu dis c'est ton papa, mais que très vite tu as eu cette soif-là et qu'est-ce que ça t'a apporté très tôt dans ton parcours d'être exposé, finalement à cet environnement, international? Ouais, je pense qu'il y a effectivement mon papa, c'est sûr et l'autre chose que j'ai vue, c'est que, j'adore, apprendre et chaque fois que je voyageais, j'ai appris. Par exemple, le 1 stage que j'ai fait, je l'ai fait en Espagne. C'était en Catalogne, mais donc j'ai dû apprendre l'espagnol, j'ai rencontré du monde, vu comment les sociétés, arrivaient à se monter. Derrière, je suis parti étudier en Irlande, j'ai découvert j'ai déjà appris l'anglais. Quand je suis allé au 7-Eleven avec le journal, on n'avait pas internet, on n'avait pas les AI. Pour voir les annonces, pour appeler, je comprenais une personne sur 10. Le premier appartement que j'ai visité, je l'ai loué, mais j'ai appris tout un niveau de vie à ce moment-là et donc le côté apprentissage m'a vraiment passionné et quand j'ai débarqué à Hong Kong au début, j'ai dit: «Waouh, mais pourquoi j'irai ailleurs?» Il y a une énergie qui est incroyable, les gens travaillent de manière formidable et je me suis dit directement: «Les opportunités, elles sont là, elles sont pas ou en Lozère ou en France, aux endroits où je venais» et du coup, c'est ça qui m'a vraiment forcé, qui m'a vraiment poussé à continuer, l'international de ce côté-là et en plus de ça, j'ai un plaisir immense parce que quand je rencontre du monde, que j'apprends des choses, je me régale et ça, c'est les choses, que j'essaie aussi de transmettre. On parlait tout à l'heure des enfants, de leur transmettre à eux. Ils ont vécu dans plusieurs pays et on continue à faire ça. C'est vraiment pour moi un gros côté, le côté international, interculturel, c'est vraiment des valeurs qui sont, très importantes. Je vais m'arrêter 2 secondes sur, quelque chose que tu viens de dire à propos de l'énergie. Mmh.
En fait, on est fin juillet, je sais pas comment toi tu vois les choses, c'est un peu différemment, mais tu vois, moi, je suis dans une phase où les vacances de début août arrivent bientôt. Il y a une fatigue qui s'est accumulée tout au long de l'année et en fait, quand je programme mon podcast avec toi, je me dis: «Avec Guillaume, je vais prendre une dose d'énergie, je vais prendre quelqu'un qui est solaire, qui est rayonnant, qui a cette force en lui» et la question que je me pose, c'est: d'où est-ce que ça te vient? En fait, quand tu réfléchis à ton parcours, à ton enfance, ton adolescence, ce passage à l'âge adulte, est-ce que tu as toujours eu cette même source d'énergie, cette soif-là? Parce que je pense que c'est une des conditions de ta réussite et tu transpires encore ça aujourd'hui. C'est pas le cas de tous les invités qu'on a reçus et chacun, tu vois, a un peu Mmh. ses forces, ses avantages, ses inconvénients. Mais tu vois, moi, je me suis dit dans ma semaine d'entrepreneur, qui est une semaine chargée, ça va me faire du bien de prendre un bol frais d'énergie avec Guillaume et donc d'où ça vient ça, en fait? Bah, déjà, merci pour ce que tu dis. Alors c'est une très bonne question. Je suis pas sûr d'avoir une bonne réponse pour savoir d'où ça vient, mais c'est vrai que pour moi, de faire des choses et de mettre en place des choses, c'est une partie qui me rend content et je pense que du coup, le fait d'essayer de me satisfaire et de me régaler en faisant ces choses-là, me donne cette énergie et pour moi, c'est pareil quand on a des emplois du temps assez chargés et cetera. Moi, je fais toujours mon emploi du temps la veille pour le lendemain, mais il y a toujours des tas de choses, à faire et qui me régalent et par contre, il y a une autre chose aussi que je rajoute dans l'emploi du temps, qu'on a parlé rapidement avant, c'était, le sport et par exemple, ce matin, je savais qu'on venait ici, qu'on allait se poser. Moi, je suis pas capable de passer des heures posées ou autre, donc j'ai attaqué à faire, 40 minutes de sport avant de commencer ma journée et donc c'est la capacité que j'ai aujourd'hui à être flexible sur le temps, me permet aussi de développer cette énergie, que je continue d'avoir, que j'espère continuer d'avoir longtemps. Bon et on va rentrer plus en détail sur ton aventure, en Chine. Ce qui est intéressant, c'est que tu es parti finalement sans plan précis Mmh. et puis à un moment donné, tu es devenu, entrepreneur. Moi, j'aimerais que tu me racontes ce point de bascule. À quel moment, en fait, tu décides vraiment de te lancer et quel est ce driver? Et c'est déjà pas mal, tu vois, que ensuite on rentre un peu plus dans le détail de, du positionnement Mmh. produit de cette société. Pourquoi tu étais en avance sur le marché? Curieux de comprendre tout ça. Donc, dans l'ordre, à quel moment tu décides de devenir un entrepreneur et quel est le déclencheur? Mmh. Ouais, beh, c'est une très bonne question. Entrepreneur, je l'ai été même, très petit. Je vendais les petits sacs de lavande dans le coin, j'avais une société, on faisait DJ pour les mariages et les fêtes de village quand j'avais 16 ans. C'était ma maman qui nous conduisait en fourgon parce que nous, on faisait les DJ, on n'avait pas le permis. Donc j'avais ce côté entrepreneur-là. À Hong Kong, la boîte pour laquelle j'ai bossé, ils m'ont envoyé à Shanghai pour ouvrir un bureau. Donc j'étais «entrepreneur» entre guillemets sur le compte de quelqu'un d'autre, embaucher les gens, chercher le bureau, et du coup, ensuite quand j'ai bossé pour une usine, je me suis rendu compte que, j'avais pas de possibilité de me développer. Mon manager était très bon et au-dessus, c'était les patrons et là, j'ai dit: «Beh, il faut que je monte quelque chose». Et j'ai eu cette chance d'avoir, mon associé Cole, qui m'a contacté et qui m'a dit: «Est-ce que tu es toujours sur Shanghai?» J'ai dit: «Oui» et on s'est rencontrés avec un peu de whisky, au thé vert, whisky green tea et on s'est ren et lui voulait rentrer aux US et monter sa boîte. Moi, je voulais rentrer en Chine et monter ma boîte et c'est là qu'on a décidé qu'on allait s'associer et monter une société, sur le luminaire. C'était le début de la LED à l'époque, c'était, 40 ou 50 euros pour une petite ampoule 40 watts. Ouais, aujourd'hui, on est entouré dans ce super décor de LED, et c'est, drôle, mais c'est vrai qu'il y a 20 ans, c'était le tout début. Ouais. Moi, j'ai lu donc, ce livre où tu le racontes, donc, version anglaise il y a 1 an, quand j'étais à San Francisco. Ça sort en français, à la fin de l'été. Ouais. Donc, le titre, ça sera «Chine et États-Unis, notre coup d'avance». Qu'est-ce que tu retiens de ces 15 ans, c'est ça, passés en Chine? Mmh. Heu, Comment ce pays et cet environnement-là t'a permis de justement avoir ce coup d'avance pour devenir un entrepreneur? Parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs français qui font des copycats de Mmh. boîtes, US, Ouais. qui s'inspirent de ce qui se passe là-bas. Je vois beaucoup moins, ce mouvement finalement des entrepreneurs français, européens vers, l'Asie. De Mmh. plus en plus, notre associé Mathieu a fait un super reportage sur la Chine qui illustre bien, bah, ce coup d'avance.
Dans ton secteur particulier, donc de l'éclairage, de la LED, et cetera, quel était votre coup d'avance et votre avantage pour, créer une Mmh. société et avoir ce développement aussi, fulgurant? Ouais. Beh, c'est, ce qui s'est passé et c'est ce qui se passe toujours aujourd'hui, mais beaucoup de gens n'arrivent pas à le voir, c'est que, on a quand même externalisé à l'époque, toute la production pour avoir des coûts moins chers. Mais quand on externalise la production, au bout d'un moment, on externalise aussi la R&D, puisque c'est les gens qui fabriquent et qui sont plus capables d'améliorer les choses. Au fur et à mesure où on externalise la production et la R&D, on perd un peu les compétences clés pour arriver à développer les nouveaux produits et avoir une vraie créativité. Et nous, ce qu'on a vu, en Chine et notamment, je bossais pour une usine, j'avais des gros clients des grandes marques, c'était, notamment, par exemple, Osram. Quand eux, ils ont voulu lancer un produit, nous, on avait déjà 2 générations de produits en usine. Et j'ai dit: «Là, il y a un déclic qui se fait pas». C'est-à-dire que les gens, ils ont externalisé la production, mais ils ont pas pris en compte la vitesse à laquelle les choses peuvent se développer. Et donc nous, dans le luminaire, on s'est dit: «Tout va devenir de la LED et on va rentrer dedans parce que même les grandes marques n'y arrivent pas à le faire à la bonne allure». Et du coup, là où on a été très fort, c'est qu'on a pris en avant, nous, notre R&D, on l'a mis en Chine avec des ingénieurs chinois. On a mis notre marketing en Chine avec des Américains et des Chinois. Et du coup, on collaborait avec toute la supply chain, les grosses usines, mais on a fait des partenariats qu'avec des grosses usines où on les faisait rigoler. Et notre première commande de 20 000 $, pour eux, les commandes, c'est à 250 000 $, 300 000 $. Mais on a réussi à convaincre une belle usine comme ça à travailler avec nous. Et du coup, on a pris avantage de sortir des beaux produits très rapidement, puisqu'on n'avait pas besoin d'envoyer des échantillons à un chef de produit à l'autre côté de la planète. On n'avait pas besoin d'avoir des échantillons envoyés pour de la certification à un autre endroit. On faisait tout là. Et la seule chose qu'on faisait aux US, par contre, c'était la vente. Et donc, mon associé, lui, gérait la vente et moi, je gérais les produits. On rigolait, on disait, il y a Guillaume qui fait apparaître les produits et Cole qui les fait disparaître en les vendant. Et du coup, en prenant ça, en développant vraiment une belle R&D, on a réussi à développer des produits beaucoup mieux et on a réussi à se mettre sur le marché, à se positionner en tant que premium. Au début, on était 15% moins cher que tout le monde. Et en année 3, on a réalisé qu'on avait les meilleurs produits et on s'est mis 15% au-dessus de Philips en termes de prix. Et donc ça, c'était énorme parce qu'on avait une R&D chinoise et marketing chinois. On a réussi à lever 0 euros. Personne ne nous a donné d'argent. Et on a réussi à prendre un cap qui était complètement différent et à monter une belle marque. Et ce qui a vraiment gagné, c'était l'idée de prendre cette R&D et de la développer et de s'en servir. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas fait ça et qui ont vu que tout s'est évaporé. Et quand on regarde ce qui se fait en Chine aujourd'hui, on peut regarder les voitures électriques, mais on peut regarder les aspirateurs, on peut regarder les AI. Tout se fait d'une manière exponentielle parce qu'ils maîtrisent tout du début à la fin. Et ce que les Chinois ne faisaient pas avant, ce que nous, on a bien su faire, c'était le côté marketing et vente. Aujourd'hui, les Chinois mettent beaucoup d'argent aussi dans le marketing et la vente. Et toi qui voyages beaucoup, quand tu vas dans Sûr. les aéroports, maintenant, tu vois des marques de voitures que tu n'as jamais entendues, mais qui ont les plus grosses affiches qui existent. Et au fur et à mesure, est-ce qu'ils font tout correctement? Certainement pas. Personne ne peut le faire, mais ils sont en train de mettre beaucoup d'argent et d'investir là-dedans. Et du coup, maintenant, quel est le rôle que les entrepreneurs peuvent jouer avec ça, en sachant que une grosse force de R&D est là-bas, une grosse force de production est là-bas, et par contre, maintenant, ils ont aussi le côté marketing de pénétration des marchés, ce qui n'existait pas avant. Ouais, c'est ce qui fait, pas un peu peur, hein, mais on le voit dans Mmh. le Ouais, reportage de Mathieu et cetera, c'est qu'avant, on pouvait, finalement dire: «Bon, bah, les Américains, c'est des très bons vendeurs, mais nous, les Européens, on a les cerveaux, on réfléchit bien» et cetera. Aujourd'hui, on voit qu'on est sur ces plaques un peu tectoniques, ouais. où finalement, bah, tu as cette Chine qui, en fait, non seulement fait aussi bien, voire mieux, Mmh. mais qui a aussi finalement amélioré son marketing, sa distribution. On le voit sur les voitures électriques avec, très forte pénétration du marché, français et européen. Et juste si je reviens, en fait, les investisseurs comme moi sont obsédés par, si tu veux, un peu les barrières, les avantages, d'une entreprise par rapport à une autre. Quand tu reviens sur, votre aventure, le passage de 0 à plus de 60 millions de dollars, hein, c'est ça de Ouais. de chiffre d'affaires. Votre avantage compétitif, de mon point de vue, votre équipe, très complémentaire, un associé américain, un européen, un passionné comme toi, peut-être de l'usine, du produit, de l'innovation, quelqu'un Mmh. qui va gérer cette partie-là. Un temps d'avance parce que tu es directement dans l'usine et cetera. Mais qu'est-ce qui fait,
que vous êtes arrivé à avoir cette accroissance aussi forte, au-delà de cette équipe, le bon moment, le bon endroit, le bon produit? Qu'est-ce qui a fait un peu cette recette magique? Beh, c'est vrai que, beh, dans tous les points que tu as dit, ils ont créé ça. Il y a eu un marché qui s'est développé de manière énorme et on l'a approché de la bonne manière. On a fait tellement d'erreurs. C'est là où il y a beaucoup de gens qui disent: «Ouais, regarde, ils ont commencé dans leur garage, ils ont fait des millions». Nous, on a galéré du début à la fin et en faisant par contre, on a eu un motto qui était vraiment essentiel, avec Cole, c'était de dire: «On va dépenser 95 de notre énergie pour réparer les problèmes et juste 5 pour être sûr que le problème ne se passe pas à nouveau». Et on n'a jamais regardé: «Ah, pourquoi ça s'est fait?» On fait des rapports sur ci, des rapports sur ça et du coup, on a toujours vraiment fonctionné en allant, de l'avant et ça a été très rapide, mais on s'est planté sur tout. Au début, on s'est planté sur la manière, on pensait vendre en direct. Après, on a commencé à en vendre des produits moins chers, mais il fallait être premium. On a bossé aussi avec il y avait par exemple dans toutes les usines avec qui on a bossé, il y en a 2, on n'aurait jamais dû bosser avec, mais ça nous est revenu dans la tête directement. Et du coup, cette capacité de passer et de bosser et d'aller vraiment de l'avant a été assez magique de ce côté-là, puisque ça nous a permis de ne pas stationner et de toujours progresser de manière, assez rapide. Et après par contre, un gros point aussi, c'est que on a eu beaucoup de mal à construire des équipes vraiment, au point de prendre notre boulot, qui est, ce qu'on disait, c'est-à-dire qu'un bon patron, c'est un patron dont on n'a pas besoin. Et nous, la première fois qu'on a vendu la boîte, c'est on a tout fait nous-mêmes. Mais tellement nous-mêmes qu'il y a pas une personne de la boîte qui savait qu'on l'avait vendu. Mais en préparant tous les dossiers, en préparant toutes les choses, on s'est rendu compte qu'on faisait tout nous-mêmes, mais c'était grave l'erreur qu'on faisait. Mais on n'avait pas d'argent. On embauchait toujours les gens avec 6 mois de retard. Mais comme la société grandissait tellement, le gars qui rentrait 6 mois de retard, 6 mois plus tard, c'était plus la bonne personne. Et donc vraiment, construire des équipes et arriver à avoir une stratégie où on pense de l'avant, c'était vraiment un point clé qu'on a eu en année 3. Et vraiment, ce que je fais avec beaucoup d'entrepreneurs, c'est prends ta feuille A3, un crayon, un papier et fais ta stratégie où tu veux être dans 5 ans et ramène ça à 3 ans, ramène ça à 1 an et ramène ça au prochain trimestre et tu vas te rendre compte qu'il y a plein de choses qu'il faut démarrer dès aujourd'hui pour arriver à l'endroit où tu veux y arriver. Et nous, quand on a réussi à mettre ça en place en année 3 et après en vendant la société, c'est là où on a réussi à mettre les belles choses en place et à mettre des vraies ressources et des vrais gens qui savent mieux faire les choses que nous, on savait le faire. Et ça, c'était vraiment un point clé qui a réussi à nous faire décoller de bonne manière. Parce que un autre point, quand tu parlais de chiffre d'affaires, tu es en VC, les chiffres, les trucs, c'est bien. Nous, on était dans des produits normaux et moi, je regarde la marge. Et il y a beaucoup de gens qui se disent: «Ouais, je vais faire 60 millions de chiffres». C'est bien. Mais si tu gagnes pas un cent, ça sert à quoi? Nous, on était à plus de 20 d'EBITDA. Ouais, c'est ce que j'allais te dire. En fait, dans vos business, pour les gens qui, ne sont pas familiers avec ça et qui sont plutôt sur des logiciels SaaS ou, Ouais, ouais. des applis, B2C, des choses comme ça, hem, c'est 2 fois plus dur qu'une boîte classique parce que tu as du stock. Tu pars, un peu comme, Paul Lay le décrit avec son business de la belle vie dans l'alimentation comme un centimier. C'est-à-dire que chaque composant qu'il y a dans un produit comme ça, c'est, je me rappelle dans ton bouquin, tu le décris très bien, tu as 50, 100, 200, tu as des milliers de mini références et là-dessus, il faut pas te planter. Tu as pas le Mmh. droit à l'erreur, c'est ça? Mmh. Sinon, tu peux voir tes marges s'effondrer et ton business s'écrouler, c'est ça? Ouais, c'est ça et quand tu développes, la on parle de roadmap, les gammes produits et cetera, tu as investi effectivement, tu mentionnais le stock. C'était un endroit, par exemple, la boîte dans laquelle je bossais avant, quand ils ont vu notre business plan, quand on voulait lever de l'argent, ils m'ont dit: «On croit en vous, par contre vos chiffres sur les besoins de cash sont totalement faux». Et nous, on pensait qu'on était bons. Non, ils avaient raison, il nous fallait 3 fois plus de cash parce qu'il faut non seulement financer tout ce que tu as en stock quand tu es sur le marché pro, mais avant ça, il faut ouvrir des moules, certifier des produits, payer les gens pendant tout ça, faire tout le marketing. Donc il y a un gros investissement qui se fait bien avant que tu aies ton retour et tes ventes qui se passent. Et quand ta vente est passée, le gars, il te paye à 30 jours ou 45 jours aussi. Et donc, du coup, tu te retrouves à gérer, entre guillemets, 4 à 5 mois de business en cash qui est nécessaire pour faire ça. Donc ça, c'était vraiment une partie très compliquée où on a manqué pas mal d'argent à pas mal de moments. On en a parlé un tout petit peu avant de lancer ce podcast. Ce manque d'argent dans ton livre, il revient, très régulièrement. Mmh. Tu parles de, plusieurs années où, entre guillemets, «tu manges des pâtes»,
Mmh. vous vous payez pas. Hem, qu'est-ce que ça te, qu'est-ce que ça t'a appris? Qu'est-ce que ça te laisse aujourd'hui? Comment tu as envie de véhiculer ça à d'autres entrepreneurs qui sont peut-être aujourd'hui dans la même situation que toi et de l'époque et qui nous écoutent? Ce sens du sacrifice, il est nécessaire? Il est positif? C'est quoi un peu ton feedback là-dessus? Ouais, pour moi, ça a été superbe parce que, si tu veux, j'étais employé, j'avais un très bon salaire. Je vivais dans un super appartement qui voyait, toute la ville de Shanghai, fait exceptionnel. Et du coup, tu montes ta boîte, tu as plus de salaire. Moi, c'était ma boîte qui payait même l'appartement, j'ai plus d'appartement, j'ai plus rien. Donc j'ai réduit, je suis passé de 120 carrés à 30 carrés. À quel âge et quelle était ta situation familiale de l'époque? C'était célibataire et OK, c'était, 2010 quand on a démarré 2010. enfin 2010, fin 2010, on a démarré la boîte et donc là, du coup, tu te dis: «Waouh, faut tout remettre en question». Donc je réduis l'appartement, je réduisais mes sorties. Avant, je me faisais plaisir, aller en boîte et cetera. Derrière, même l'appartement que j'avais choisi, il était trop en ville, donc j'ai même parti à l'extérieur. Pour manger, c'était pareil. Avant, je commandais à manger, je mangeais tout. Là, ben je mangeais local. À l'époque, pour 1,50 €, tu mangeais tranquillement dans la rue. Avant, je payais, allez, 7 à 8 € par repas. Donc j'ai dû tout résoudre, tout mettre vraiment, au moins cher possible et je trouve ça que ça a été assez énorme parce qu'au niveau de la boîte, c'était pareil. Au début, on faisait tout. Moi, des inspections produits, je suis allé en faire. Livrer des produits, je suis allé en faire pour les amener au port. Quand il y avait besoin de main-d'œuvre, pendant le Nouvel An chinois, parce qu'il y avait personne qui travaillait, je suis allé en usine. Mais tout ça, ça a permis aussi de mettre les choses à la réalité. Je pense que les gens qui travaillent autour de toi et qui te voient te donner autant de mal et voir que rien n'a été facile, ça les encourage aussi à eux à se dépenser plus. Et quand moi, tu parlais des autres entrepreneurs, je pense que c'est bien de lever des fonds ou autre, mais il faut toujours se poser la question: «Dans quoi j'investis et qu'est-ce que ça va donner? Et est-ce que ça vaut le coup d'investir là-dedans aujourd'hui?» Et nous, effectivement, quand on n'avait pas les salaires, on n'avait pas levé de fonds, on n'avait pas de choses, ben, on faisait toujours les choses avec du décalage puisqu'on mettait tout dans les produits et dans les salaires de nos employés. Et ça finalement, cette, on va dire cette vision que vous avez construit avec ton associé de, on est très lean, Mmh. on suit nos chiffres, on se développe auprès de, plusieurs milliers de distributeurs. Ouais. On recrute, mais on fait attention aussi, au type de profil qu'on recrute. On écrit ce business plan. C'est ce qui fait que, rapidement, vous arrivez à faire une première session. Est-ce que tu peux nous raconter un peu les coulisses de cette, 1re session? L'exit, ça reste, un sujet qui est pas abordé de façon très régulière Mmh. dans les podcasts et cetera. On n'a que, on va dire, les grandes lignes des articles de presse. Comment vous, vous avez préparé, Mmh. cette session à un fond, hein, c'est ça? Ouais. Hem, comment ça s'est passé? Une fois que ça devient plus vraiment ta boîte, hein, Mmh. qui a un fond à bord, c'est quoi tes apprentissages de cette première session? Beh, c'est un truc qui est assez passionnant. La première chose, c'est que c'était 2015 et on avait une boîte qui grossissait de manière énorme et qui était profitable. Par contre, on avait un souci, c'est on parlait de cash un peu plus tôt, on avait des prêts bancaires en banque qui étaient énormes où on était en nous-mêmes les responsables. Si la boîte coulait, ben on allait travailler pour le reste de notre vie pour une banque. Donc ça, c'était le moment qui nous a déclenché. On a dit: «On a besoin d'argent pour que la boîte se développe, mais surtout, on veut enlever les dettes». Et là, après, on Tu s'est peux donner un ordre de grandeur? C'était quoi? Plusieurs millions d'euros? oui, oui, on était ah oui, Plusieurs dizaines de millions d'euros? non, on était à ce moment-là, on devait être à peu près entre 8 et 10 millions. Hein. OK, donc ça fait, 5 000 000 par tête. C'est sûr que il vaut mieux pas que la boîte coule à ce moment-là. C'est ça et on prenait pas à cette époque-là, on a pris nos premiers salaires, je crois, Cole en année 3, moi peut-être en année 4, mais et c'était des salaires minimes. Nos employés, il y avait un truc, je décale, mais nous, nos vendeurs, par exemple, ils ont gagné beaucoup plus d'argent que Cole et moi jusqu'à ce qu'on presque on vende la deuxième fois. Non, mais c'était hallucinant parce que les gens, on est récompensés pour le travail et on en avait besoin. Donc pas mal de gens, ils regardent, ils disent: «Ouais, ils ont bien réussi». Et non, sur le papier, on avait réussi, mais nous-mêmes, on n'avait pas encore réussi. Et donc pour la vente, pour revenir à la question, on a cherché ce qu'on appelle les banquiers un peu «d'affaires» entre guillemets qui vont mettre ta société en vente. Il y a différents niveaux, et là on a trouvé une boîte de New York où le gars il avait déjà vendu une boîte dans le luminaire, un gars très, très bon et là, il t'envoie une liste de choses à préparer pour la due diligence et là tu te dis: «Waouh, comment on va faire? On n'a rien».
Et là, tu passes des mois et des mois à récupérer tous les documents à droite, à gauche, tous les rapports bancaires, tous les rapports comptables, toutes les certifications produits, toutes les choses. Mais c'est un boulot énorme. Et donc ça, c'est un truc, si n'importe quel entrepreneur veut soit lever des fonds, soit vendre sa boîte, prendre une liste de due diligence qui est disponible n'importe où en ligne et s'y mettre. Parce que c'est là où on va se rendre compte des choses qui sont nécessaires. Et là, ensuite, les gars, ils te montent un deck ou qui te mettent ta société en avant, mais sans montrer vraiment le nom de la société. C'est un peu caché, qui est envoyé et tu fais ta sélection, private equity ou ce qu'on appelle stratégique, des champs qui sont déjà dans le luminaire. Et tu vas voir vers qui tu vas aller. Et donc, mettre en place le deck, c'était sympa. Faire ta sélection de gens, c'est sympa. Et donc, tu envoies ça. Et au bout d'un moment, les gens, une fois qu'ils ont vu le deck, c'est là que tu vas avoir la deuxième étape qui est de te dire qui c'est qui veut être intéressé pour te rencontrer en face à face. Et donc là, tu fais une sélection. Nous, on a peut-être eu, je sais pas, 7 ou 8 rendez-vous. Et là, tu as 3 heures avec les gars qui répondent. Ils ont accès à tes données. Donc, tu as une boîte avec tous les fichiers qui sont partagés. Et ils te posent des tas de questions. Ils veulent vraiment voir de quoi ça a l'air la boîte en réalité. Et là, c'est très intéressant parce que tu es en face à face et ils te posent des questions auxquelles tu t'attends pas. Et le premier rendez-vous, on n'a même pas réussi à finir la présentation parce qu'on n'était pas habitué, on ne savait pas comment faire. Et il se trouve que c'est la boîte qui nous a racheté. Mais par contre, dans ce process-là, une fois que tu as fini ça, tu vas récupérer les vraies offres. Donc, si tu as vu 7 ou 8 boîtes, l'idéal, c'est d'avoir plusieurs offres Bien sûr. et de générer la concurrence. Et vous avez eu quoi, 2-3 offres? Oui, on en a eu pas mal. Je pense qu'on a eu même peut-être 4 ou 5 offres. 4 ou 5 offres? Euh, C'était quoi l'écart entre les offres? 10%, 20%, 30%? Alors, c'est une très bonne question. La valorisation de la boîte, c'est ce à quoi tout le monde paye beaucoup d'attention. Mais il faut savoir qu'est-ce que tu veux faire avec. Bien sûr. Nous, on voulait rester dans la boîte et la faire grossir. Donc nous, à ce moment-là, garder une grosse part de la société, ça nous allait très bien. Et Donc avoir... c'est une entrée minoritaire que vous cherchiez, 20, 30%, 40%, Non, un peu plus que alors ça? quand tu te fais racheter en général en stratégique ou tout, ils prennent toujours la majorité. 51. Ouais, au minimum. Et en général, les private equity ou les autres, ils veulent toujours que toi, tu remettes 30% de ce que tu as reçu pour que tu restes à bord et que tu grossisses. Parce que ce qui les intéresse, ils regardent tes 3 dernières années, mais ce qui les intéresse, c'est les 3 prochaines. Bien sûr. Et quand Cole et moi, à ce moment-là, on faisait tout nous-mêmes. Donc, ils savaient très bien qu'il fallait nous accrocher de la bonne manière. Et donc, ils te donnent les parts. Et donc, après, quand tu reçois tes offres, c'est là où tu commences la vraie due diligence. Et ça, c'est quelque chose de très compliqué. Parce qu'ils vont te demander des tas de choses très spécifiques. Et nous, à ce moment-là, on s'est fait mettre au tribunal pour de l'IP. Et donc, la première société qui voulait nous acheter, ils sont partis. C'est là où avoir un bon banquier compte. Parce que le banquier, hop, en 3 jours, on avait la deuxième société qui nous a racheté. C'est avec qui on n'avait même pas réussi à faire la présentation, qui sont revenus à bord. Et donc, c'est là où c'est très important, c'est-à-dire que avoir un bon banquier d'affaires et bien gérer les choses tout au long, ça gère. Parce que le premier Oui, parce que lui, il fait ça tout le temps. tout le temps. Et toi, tu vas le faire 2 fois, 3 fois, 5 fois dans ta vie si tu es un entrepreneur repeat. Ouais. Mais c'est pas évident. C'est pas évident et il y avait un podcast à vous d'ailleurs sur les leveurs de fonds, c'est pareil. Quand tu le fais, tu passes ton temps de ouf. Parce que nous, avec Cole, pour préparer ça, on avait 2 boulots. En temps normal, on bossait déjà 12 heures par jour, 6 jours par semaine. Nous, nos 35 heures, c'était au mercredi soir qu'on les avait fait. Et là, en plus de ça, tu te rajoutes à peu près 4 à 5 heures de boulot par jour. Mmh. Et quand tu gères ça pendant 6 mois qu'on a mis à peu près pour vendre la société, il faut se rendre compte de l'impact. Tu oublies tes sorties, tu oublies de dormir, tu oublies tes voyages, et ça c'est fait. Et par contre, quand tu réussis à passer le cap, j'ai un souvenir qui est assez énorme, c'est-à-dire que bon, tous les papiers sont signés, c'est bon, mais pour moi, que ce soit dans toutes les affaires, tant que l'argent n'est pas sur ton compte, rien n'est fait. Bien sûr. Et on était tous les deux dans le bureau à San Francisco avec Cole, et on rafraîchissait notre banque pour voir qui c'est qui avait récupéré l'argent. Et lui, je le vois sourire et il avait récupéré l'argent. Et moi, j'ai l'impression qu'il se passe 20 minutes, c'est peut-être 2 minutes. Et là, je vois l'argent, je dis c'est bon. On sort tous les deux et on va sur le parking et on a dansé. On a fait pendant 20 ou 30 minutes les fous sur le parking pour célébrer ça parce que c'était réel. Ça matérialise quoi? Ça matérialise 15 ans d'exposition à l'international, d'incertitude. Je sais plus de qui vient cette citation, mais on dit que finalement, on mesure aussi la qualité de quelqu'un à la multitude d'incertitudes qu'il peut supporter. Et donc ce moment-là, il vient effectivement matérialiser 15 ans d'engagement. C'est ça? Ça, c'est très vrai. Et avec Cole, et c'est des questions que j'ai aussi avec beaucoup d'entrepreneurs, qui c'est tes associés et pourquoi?
Parce qu'avec Cole, on était complètement complémentaires du début à la fin. Lui, il est très fort socialement, très fort en vente. Moi, je suis très fort produit, très fort marketing. Et du coup, ça, 1 et 1, là, ça faisait vraiment 3. Et donc là, ce qu'on a vraiment, on s'est récompensé nous-mêmes parce qu'on avait fait un travail de malade et on a réussi à concrétiser ça en vendant la boîte, ce qu'on pensait qu'il ne serait pas vraiment possible. Et donc à ce moment-là, c'est ce que tu dis, c'est les incertitudes, les inquiétudes. On n'avait pas un sou, on devait trop d'argent à un moment, on pensait couler à un autre moment. Et tout ça, ça se récompense à ce moment-là, ça devient vraiment réel. Mais cette récompense, elle est très courte parce que dès le lendemain, tu te mets au Il faut boulot retourner au boulot. et tu te dis: «Maintenant, on a vu tout ce qui nous manquait, on va s'y mettre, on a l'argent, on oublie les dettes» et là, on a commencé à recruter des belles personnes, à mettre en place des vraies choses, des vrais CFO, des vrais chefs des opérations, mettre des vrais systèmes en place et ça, on s'est régalé aussi parce que du coup, tout le monde te dit: «Voilà, il faut plus avoir besoin du patron, c'est qu'il a fait un bon boulot». Ben là, c'est ce que tu essayes de faire. Je gère 25 trucs, il faut que demain, j'en gère que 5 et c'était un moment qui était très, très difficile, mais qui a été, superbe, à mettre en place. On est passé un peu vite sur ton associé, Ouais. et sans transition, on est passé de la Chine, à San Francisco. Hein, hein. Est-ce que tu peux nous raconter ce qu'il a apporté lui dans l'aventure? Aller un peu plus dans le détail, même savoir comment vos personnalités se complétaient, les moments de creux que vous avez dû avoir et de tension. J'imagine qu'avec autant de décalage horaire, je veux dire, c'est pas simple d'opérer une boîte avec, finalement deux têtes. Ouais. Dans d'autres boîtes, tu as un CEO et c'est un peu plus facile. Comment vous avez fait pour trouver votre équilibre, pour parfaitement gérer cette première phase-là et qu'est-ce que lui a apporté à la société? Ouais, beh, du coup, nous, on avait choisi d'ailleurs d'être co-CEO, ce qui D'accord. n'existait pas d'ailleurs normalement, parce qu'on gérait 2 choses différentes et lui, ce qu'il a beaucoup apporté, c'est ce que je mentionnais, vraiment, il est très fort dans tout ce qui est distribution et quand je l'ai rencontré moi en Chine, il vendait en Chine et donc je me suis dit: «Si tu arrives à vendre en Chine, tu arriveras à vendre dans ton pays, il y a pas de souci». Et donc du coup, ce côté-là était, très différent l'un de l'autre. Puisque moi, côté vente, j'ai géré des grands comptes et des choses, mais c'est très difficile d'aller vendre à des milliers pour ouvrir des milliers de comptes et cetera. C'est une étape très différente et lui est très fort là-dedans. Et après, tout au long, on s'est vraiment complété de manière à moi, je gérais une partie de mon côté en Chine et toute l'équipe Chine se reposait sur moi, inclus le marketing, même si on faisait du marketing aux États-Unis. C'est-à-dire que les décisions, Ouais, c'est toi qui étais, finalement, ouais, leader là-dessus et pas contesté exactement. et de temps en temps, vous pouviez en parler tous les 2 Forcément. et lui avait la Pareil. même chose sur ses enjeux, distribution, sales, marketing aux États-Unis, c'est ça? Vous aviez Exactement. vraiment réparti les On a vraiment territoires? réparti les choses et ça s'est fait de manière très naturelle, mais c'est ce qui a été, vraiment, la clé du succès et c'est pour ça que lui, par exemple, quand on parlait d'embaucher telle personne ou telle autre, moi j'allais toutes les 6 semaines, j'allais aux États-Unis, j'ai fait des entretiens avec certains vendeurs clés et cetera, mais d'une manière générale: «Ah, on change d'agent de vente dans tel pays», tout ça, c'était ses choses à 100 à lui. Par contre, quand on parlait de choses stratégiques, d'investissement sur des produits ou des gammes de produits, beh, là, on se «rencontrait» entre guillemets, soit en ligne, soit en face à face, mais on avait ces discussions sérieuses à ce moment-là et par contre, ça a été très bénéfique parce que du coup, on était vraiment une opération 24 heures sur 24 parce qu'en réalité, moi, j'attaquais tôt le matin, c'était la fin de journée là-bas et lui, il attaquait très tôt le matin, c'était ma fin de journée, ma soirée pour moi. Donc à 10 heures du soir, on était encore en communication et du coup, on n'a pas eu de stop et c'était vraiment on allait toujours de l'avant de ce côté-là. C'était une dynamique aussi assez exceptionnelle, c'est-à-dire que tu as 2 personnes qui gèrent une boîte sur 2 continents et chacun est capable de prendre ses décisions, notamment opérationnelles, sans avoir à attendre qu'un décideur se manifeste quelque part. Ce qui a conti ce qui a aidé vraiment à la puissance et à la rapidité du développement. Très clair. Est-ce que tu peux nous raconter cette deuxième phase de donc première session à Mmh. un fonds qui donc prend la majorité Oui. à, finalement votre exit final? Mmh. Combien de temps ça dure? En termes de chiffre d'affaires, vous passez de quel chiffre d'affaires à quel chiffre d'affaires? Nombre de collaborateurs et comment tu vis cette deuxième phase de la vie de l'entreprise, ce chapitre versus, ce premier plus bootstrap, très, lean où vous avez tout fait vous-même? Ouais, c'est très intéressant. On était parti au moment où on a vendu la première fois, on devait peut-être approcher les 40 000 000 où on était en phase de le faire et d'ailleurs la première fois quand on a négocié les choses pour te dire comment on n'était pas prêt, nos chiffres étaient tellement
au-dessus de nos projections qu'il a fallu renégocier la valorisation de la boîte pendant qu'on était en train de la vendre. Et c'était pas des petites négociations, donc c'était tout un schéma compliqué. La deuxième fois, la boîte, elle s'approchait des 60 millions et on était toujours très profitable et on avait vraiment mis en place les équipes qu'on avait besoin. C'est-à-dire qu'on avait vraiment un directeur R&D, on avait vraiment un directeur marketing, on avait vraiment un directeur des ventes, on avait vraiment un directeur financier. Et donc tout ça, ça s'est fait de belle manière. Par contre, on s'est rendu compte de deux choses. C'est qu'à ce moment-là, quand tu arrives à une taille comme ça, le chiffre après la virgule, il compte. Parce que quand tu vends 100 ampoules, que ce soit 10,5 ou 11,5 le coût, ça ne change pas grand-chose. Mais quand tu vends des centaines de milliers de produits ou des millions de produits à l'échelle, si tu arrives à bouger les chiffres après la virgule, même des cents ou des dizaines de cents, l'impact est énorme. Et ça, c'est une partie qui plaît à des gens et qui plaît pas à d'autres. Avec Cole, on est des constructeurs. Nous, ce qui nous plaît, c'est on va construire ça, on va monter ça. Par exemple, au milieu de la boîte, on a décidé d'aller vers les luminaires. Et là, tu parlais tout à l'heure, on était des fois pas d'accord. Pendant un moment, Cole, il voulait pas lancer les luminaires. Donc, j'ai lancé petit à petit, puis au bout d'un moment, on s'y est mis. En 2 ans, on a fait le même chiffre d'affaires en luminaire qu'on faisait au moment où on l'a lancé, ce qu'on faisait en ampoule. Et ce qui a donné beaucoup de profitabilité à la boîte. Mais par contre, on s'est rendu compte qu'on n'était pas là pour faire de l'optimisation. Et l'optimisation, il y a des CEO qui savent ça faire très très bien et qui gèrent ça beaucoup mieux que nous. Donc on s'est dit, attends, on est en train de faire un boulot qu'on n'aime pas. Est-ce que c'est bien pour la société qu'on continue à faire ça? Est-ce que c'est bien pour nous? Et c'était pas bien pour nous. Et donc on s'est dit, il faut qu'on vende. Le fonds qui nous a acheté la première fois, il voulait pas vendre puisque tous les chiffres grimpaient dans le bon sens. Eux, leurs multiples continuaient d'augmenter. Et donc, du coup, au bout d'un moment, on leur a dit, attendez, nous, si on ne vend pas, on arrête. Ça a été le clash qu'on a eu avec eux. Donc, c'était quand même un extrême. Et quand on s'est mis finalement à la vente, c'est là où d'avoir les bonnes équipes et l'implication était totale. C'est-à-dire que les gens, quand ils commencent à vouloir parler aux équipes, etc., on prenait des directeurs avec nous pendant des rendez-vous et autres. Et derrière, quand tu penses à la due diligence, c'est pareil. Les gars, ils veulent rencontrer les directeurs de chaque équipe, ils viennent dans tes bureaux, etc. Donc, ça s'est fait vraiment, c'était deux étapes complètement différentes. Et aussi, tout à l'heure, j'ai parlé du banquier d'affaires. Là, on parle avec des gros banquiers, puisqu'on a des sociétés, on arrive dans les 9 chiffres en valorisation. Vous avez repris le même ou pas? Non, mais c'est pas du tout les mêmes, puisque Bien tu sûr. parles avec des grosses boîtes. Et on a pris quelqu'un qu'on n'aurait pas dû prendre, par exemple, qui a mis la valorisation en avant à un niveau où elle ne devait pas être, alors que, ce qu'on a expliqué tout à l'heure, la clé, c'est d'avoir la compétition. Même si les offres sont plus basses, c'est pas grave, puisque si tu as 5 offres plus basses, ça va monter. Par contre, si tu parles trop de valorisation, que tu fais peur aux gens, c'est un peu plus compliqué à gérer derrière. Et donc, on a eu beaucoup de mal à avoir les offres qu'on voulait, etc. Et ça a été vraiment une lutte du début à la fin. Et même pendant le process de due diligence, etc., on a même eu le private equity qui nous détenait, qui voulait plus parler à l'acheteur potentiel à un moment. Donc, on gérait les choses. Cole est venu en Chine, on était tous les deux dans mon appartement, parce que j'avais mon petit qui allait naître pendant le process. Donc, du coup, on gérait les choses. C'était vraiment l'extrême de l'autre côté, avec des précisions et un argent qui est passé en due diligence qui fait peur à la plupart des gens. Et du coup, ça s'est passé de la belle manière. On est arrivé à finaliser les choses. Mais du coup, au bout d'un moment, on s'est dit, bon, ben là, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va rester dans cette boîte et rajouter de la valeur? Ben, pas vraiment. Donc, on est resté volontairement dans la société le temps qu'il fallait. Et puis après, on a laissé tout ça. Et par contre, avec Cole, s'est reassocié pour monter une autre société, une société d'investissement. Très clair. Je vais juste m'arrêter 2 petites minutes sur la partie équipe. Ouais. Tu dis avant, donc on faisait tout nous-mêmes et finalement, après, on avait les bonnes personnes au bon endroit. Quelle a été votre trame de recrutement et qu'est-ce que tu peux véhiculer à tous les gens qui nous écoutent sur comment bien recruter? Parce qu'aujourd'hui, c'est compliqué de bien recruter, trouver les bonnes personnes, surtout dans un contexte, comme tu le décris, très international, forte croissance. Il faut des gens qui acceptent de s'engager à la même intensité que toi et ton associé, mais qui, eux, ne sont pas actionnaires. Est-ce que tu peux nous décrire ça? T'en parles un peu dans Ouais. le livre, hein, sur la fin. C'est très compliqué et on a fait un boulot horrible. On s'est planté des tas de fois. Ce qui compte beaucoup, c'est tout à l'heure, je parlais du papier avec le crayon et la gomme. Dans la stratégie, il doit y avoir aussi les équipes. Et savoir ce que tu veux faire par rapport à la taille de ta boîte est clé. Nous, on s'est planté beaucoup de fois parce qu'on grossissait plus vite. Et la job description qu'on avait pour le boulot, elle était plus du tout à jour.
Et donc, je te prends un exemple. Par exemple, on avait une dame qui nous aidait à faire la finance, mais quand on est passé à l'étape où on était, mais elle pouvait plus rien faire. C'était pas du tout la bonne personne. C'était pareil au niveau, à tous les autres niveaux. Et donc du coup, arriver à mettre un peu en avant qui c'est la personne que j'ai besoin, pas aujourd'hui, mais dans 18 ou 36 mois, va t'aider à recruter mieux ou en tout cas à filtrer mieux les candidats que tu vas avoir. Il faut aussi voir, en termes des candidats que tu as besoin, il y a l'argent. Nous, on n'avait pas l'argent. Donc on recrutait pas forcément les gens qu'on pouvait ou qu'on avait besoin. Après, on a fait pas mal d'erreurs aussi en pensant que, cette personne-là était bien parce qu'elle avait fait ci, elle avait fait ça. Nous, une des grosses erreurs qu'on a vues, c'est que les gens qui venaient des très grosses boîtes, ils avaient des profils qui semblaient parfaits, mais dans une grosse boîte, il y a des tas de gens qui les aident, il y a des tas de process. Nous, on n'avait pas ça. Et donc du coup, à tous les coups, les gens qu'on embauchait des belles boîtes, ça n'a pas marché. Ça a été des apprentissages et par contre, on partageait les apprentissages avec les équipes. Moi, je me souviens, par exemple, pour embaucher ce qu'on appelait le general manager à Shanghai, qui allait gérer la R&D, la supply chain et tout le testing, la première personne qui venait des belles marques, ça n'a pas du tout marché. Mais ça a été un apprentissage pour tout le monde. Ils se sont rendus compte qu'il allait y avoir quelqu'un d'autre que moi à qui répondre. Et donc, du coup, ça a marché. On a fait beaucoup de démarches en direct. On est passé par des chasseurs de tête. La réalité, c'est qu'une fois qu'on a mieux compris quel est le type de profil qui allait se mettre dans la culture, on était des fonceurs. Quelqu'un qui était plan-plan, qui bossait dans une belle boîte, qui avait des assistants à droite à gauche, jamais ça n'allait marcher. Et donc, quand on a réussi à mettre en place les bons profils, en se disant ça, c'est la culture de la boîte, ce qui va marcher, ça, c'est les personnes qu'il nous faut pour le futur, pour demain, pas juste aujourd'hui, c'est là où on a réussi à avoir des beaux succès. Mais par exemple, une des personnes qui nous a rejoint, qui a été très forte, c'était mon ancien manager dans l'usine que je bossais avant qu'on commence la boîte, par exemple. Où je me suis dit, je ne pourrais jamais aller au-dessus de lui parce qu'il est trop bon. Mais c'est lui qui est venu une fois qu'on a fait partir une personne qui venait de notre belle marque. Et par contre, en côté vente aux US Call, il s'est rendu compte aussi d'une chose. Il fallait que ce soit quelqu'un du luminaire, mais ce n'était pas forcément un vendeur. On a embauché des gens qui bossaient chez des agents ou qui bossaient dans des marques, mais qui n'étaient pas forcément vendeurs, mais qui avaient le grip, qui voulaient y arriver et qui avaient les connaissances. Et ces gens-là, ils ont fait des chiffres de folie. Et ils ont gagné de l'argent de folie aussi. Excellent. Si on reste dans ce format court, qui est le podcast, OVNI, est-ce qu'on peut parler de ta vie d'après? Parce que, finalement, moi je te côtoie, on est allés faire du vélo ensemble, on a pris des cafés ensemble et cetera. On commence à se connaître, plus en profondeur, Mmh. et souvent, dans ces formats qu'on crée, on découvre une facette qui est l'entrepreneur, qui est sa boîte, mais tu es une personne beaucoup plus complète que ça. J'ai l'impression que dans tout ton parcours, tu t'es acheté une forme de liberté, géographique, une liberté intellectuelle. Je vois que tu as gardé ce qu'on appelle ce growth mindset, c'est-à-dire que, tous les jours, tu te formes, tu t'entraînes et cetera. Ça ressemble à quoi la vie d'après quand, tu as vendu, cette boîte-là? Déjà d'un point de vue géographique, tu étais en Chine, où est-ce que vous êtes allés? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on se retrouve dans ce studio dans le sud de la France? Et est-ce que on peut finir cet épisode, où tu me racontes un peu, ce que tu as envie de faire sur la prochaine décennie et comment tu entrevois un peu, le futur? Ouais. Beh, très bonne question et il y a, notamment quand tu vends ta boîte, il faut vraiment se poser la question de ce que tu vas faire après. Nous, la première fois, on voulait continuer à développer la boîte. La deuxième fois, on s'est rendu compte qu'on avait un peu atteint nos limites et donc c'est là on s'est dit: «On va monter une autre boîte dans l'investissement», qui a aidé à faire la transition. Il y a beaucoup de gens qui veulent relancer des choses ou autres. Il y a des pour, il y a des contre. Moi, resté actif côté investissement, ça me plaît beaucoup. Et par contre, j'ai beaucoup développé ce que tu m'as mentionné, la liberté. Je ne sais pas si je suis une personne complète, j'aimerais bien l'être, je ne pense pas que je le suis, mais j'ai vraiment mis d'autres choses en avant. Par exemple, ma petite, jusqu'à ce qu'elle ait 7 ans, je l'ai amenée 2 fois à l'école. Je partais, elle dormait, je rentrais, elle dormait et je travaillais le samedi, donc je la voyais le samedi soir et le dimanche. Ça, c'est des choses que j'ai complètement changées. Aujourd'hui, moi, les vacances scolaires, même si je voyage pas avec eux tout le temps, il y a au moins 1 des 2 semaines où je suis en voyage avec eux. L'été, c'est pareil, je fais plusieurs semaines avec eux aussi. Par contre, je veux vraiment transmettre le côté international et tu parlais de ça. Moi, j'avais vécu une vingtaine d'années à l'étranger, donc j'ai fait 15 ans en Chine. Après, on est parti aux États-Unis parce que moi, je voulais que les enfants, ils apprennent l'anglais et qu'ils découvrent, ce pays-là, qui est un pays unique où il faut se rendre compte de la force qu'a ce pays quand on est un individu là-bas.
on n'a rien qui vous est donné. Il faut bosser très tard dans certains cas. Les assurances coûtent très cher. Les opportunités sont énormes si on se donne. Si on se donne à fond, on est récompensé. Si on ne se donne pas, on n'a rien. Et donc ça, c'est un mindset et un pays que je voulais qu'ils voient. Ils ont bien appris l'anglais. Et donc, vous êtes resté 3-4 ans là-bas, Oui, c'est on est ça? resté, c'est ça. Et on était à Los Angeles, là où il y avait Cole, qui est un endroit superbe. Et on a voyagé un peu partout aux États-Unis. Et moi, là-bas aussi, pendant qu'on était là-bas, on a continué forcément à investir. On a racheté des sociétés, on a investi dans pas mal de choses également. Mais c'était vraiment un très bon apprentissage pour les enfants. Et aussi, un détail, par exemple, là-bas, à l'école française, ils ont école le mercredi la journée entière. Et je pensais que ça allait être un problème. Mais non, c'est génial. Et le problème, c'est quand je suis revenu ici, que ça a été dur. Donc, on est rentré en France, nous, après les États-Unis. On est rentré en France il y a à peu près 1 an et demi. Et l'idée, c'était de me rapprocher de mes parents, parce qu'avoir vécu si loin pendant si longtemps, je voulais qu'ils en profitent. Et je voulais aussi que les enfants profitent de l'Europe. Ils connaissaient l'Asie, ils connaissaient les États-Unis, et on a fait d'autres voyages autour aussi. Et je voulais qu'ils vraiment ils découvrent l'Europe. Et par contre, c'est tout un système très différent à mettre en place. Et ça prend beaucoup de temps. Et transposer des familles d'un endroit à l'autre, c'est pas des choses très faciles. Et notamment, les écoles sont compliquées à mettre en place. Des enfants qui arrivent de visions différentes, de compréhensions différentes. Et il y a tout le process qui est autour. C'est-à-dire, il faut créer la maison, il faut recréer les choses. Et c'est ça qui prend du temps. Après, en dehors de ça, prendre le temps pour apprendre les choses. On parlait d'intelligence artificielle. Moi, je me régale avec ça. J'échange beaucoup. Et je crée mes propres classes. Par exemple, on parlait tout à l'heure des robots et de l'AI. J'ai pris des classes. Quand je fais de la voiture le matin, je prends ma classe tous les matins. Et je développe ça et je fais mes recherches là-dessus. Donc, c'est une période où je définis aussi ce que j'aime apprendre. Je fais partie d'IO, je suis en charge de l'accélérateur, par exemple des sociétés à grossir. Voilà, je me régale là-dedans, je me régale d'être avec des entrepreneurs. Donc, j'ai une qualité de vie qui est énorme, c'est-à-dire que je peux m'occuper de ma famille. Je ne suis pas parfait, il y a beaucoup de choses que je dois améliorer. Je peux faire du sport et je peux me régaler avec les entrepreneurs et développer des choses en investissant. Donc, c'est là où, complet, je ne sais pas, mais je suis un mode de vie qui est super sympa. Et pour continuer l'international, moi, les enfants, je viens de les récupérer en camp. Ils ont fait 2 semaines en Espagne pour qu'ils développent l'espagnol. On va déménager là-bas dans 1 an. Je garde mes liens avec la France pour voyager avec la France parce que je veux qu'on profite de l'Europe. Et pour finir, plus tard où je veux aller, dans 4 ans, on va redéménager en Chine parce que je veux que mon petit, qui aujourd'hui a 8 ans, il découvre la Chine puisqu'il il était un peu trop petit et c'est là où les choses se passent au niveau technologique. On a beaucoup de choses qui se passent en Europe, une grande partie aux États-Unis et une grande partie en Chine aussi. Et je veux qu'il fasse partie de ça parce que je veux pas avoir de regrets. Est-ce qu'aller vivre dans une ville de 15 ou 20 millions d'habitants, ça me branche? Non. Par contre, si je le fais pas, j'aurai un regret et ça, je veux pas l'avoir. Ça te permet de boucler la boucle et tu vas remonter une boîte dans 4-5 ans quand tu On vas va retourner voir. là-bas. Exactement, on verra. Très bien. Est-ce que tu as des recos, livres, podcasts à écouter en dehors de OVNI, Génération Do It Yourself, Faultline et tout ce qu'on développe avec OVNI? Et on peut te suivre sur LinkedIn. Tu crées beaucoup de contenu là-dessus. Mais ouais, quels sont les livres, on va dire, et les podcasts qui t'ont marqué et que tu as écouté au cours des dernières années? Ouais, il y a pas mal de livres. Il y en a un que j'ai bien aimé, c'était l'histoire de Nike, où je trouve que c'est Shoe pareil. Dog, non? Ouais, exactement. Où il raconte un peu son histoire et un peu les difficultés, et cetera. Après, en donner d'autres des livres, et je pense qu'il y en a beaucoup de livres, et c'est pareil pour les podcasts. Moi, j'ai des précisions dans les choses dans lesquelles je me régale d'apprendre, et j'écoute beaucoup les podcasts. Et l'autre chose dont on parlait tout à l'heure, j'utilise énormément l'AI pour apprendre aussi. Et même, sur les podcasts ou les choses, je récupère par exemple les transcripts et que je me copie. Même les vidéos, on peut récupérer les transcripts des vidéos. Il y a des apps, pour ça aussi. Et après, je peux me faire des récaps là-dessus et me poser des questions. Et quand du coup, je suis capable d'étendre sur des sujets qui me plaisent. Et cet apprentissage-là est assez énorme. Et tu vois, on faisait un voyage l'autre fois, on rencontrait plusieurs sociétés. Moi, j'étais dans la voiture et pendant que je conduisais les 15 minutes pour la société, j'étais en train d'être sur l'AI et de poser les bonnes questions. Et je trouve que c'est un outil que les autres n'avaient pas avant, qui est énorme. Et savoir l'utiliser d'une belle manière, il ne faut pas perdre son temps dessus. Mais en termes d'apprentissage, je trouve ça assez énorme. Donc moi, je suis un grand fan de podcasts. Je suis un grand fan de livres audio. J'écoute la plupart de mes livres en audio. Et je suis un grand fan aussi de l'AI pour le côté apprentissage. Tu passes combien d'heures par jour sur justement ces outils d'AI?
Et c'est quoi les 4-5 applis que tu utilises le plus sur ton téléphone? Alors sur l'AI, c'est une très bonne question, j'ai pas la réponse. Je pense que je passe beaucoup de temps. Aujourd'hui, la plupart des sujets que j'adresse, je les mets là-dessus et maintenant je développe aussi des «agents» entre guillemets pour toutes les choses que j'ai besoin, pour notamment gérer l'immobilier, toutes ces choses-là. Donc je passe beaucoup de temps et beaucoup trop et d'ailleurs, un copain, d'AI m'a dit: «Il faut que tu restes quand même à te libérer». Donc maintenant, j'utilise pas 100 de mes trajets voiture ou voyages en AI pour garder des moments calmes aussi. J'utilise vraiment l'AI comme, outil numéro un. Après, c'est vraiment, podcast et les livres audio que j'utilise en plus. Mais si tu prends mon téléphone, c'est vraiment, l'AI que j'utilise, la plupart du temps. Et moi, j'ai travaillé à distance il y a très longtemps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on passe des gens covid qui font les vidéos. Moi, toutes mes formations, je parle de 2010 jusqu'à ce que j'ai quitté la boîte, on faisait tout en vidéo le matin. On allait au bureau à 6 heures du matin à Shanghai parce qu'on filmait les vendeurs aux US et les agents aux US. Donc, j'ai eu tout ce côté, moi, très détaché, très cloud. Je l'ai eu depuis le début. Donc, moi, rien n'a changé. J'ai toujours eu ce mode de vie-là. Et quand on parlait tout à l'heure des libertés, notamment géographiques, je suis capable de me mettre sur tel ou tel dossier de n'importe quel endroit. Non, là où je te rejoins totalement, tu parles de 2010. Moi, je me revois entre midi et 2 aller sur la plateforme de LinkedIn qui s'appelait Lynda pour regarder des vidéos et faire des espèces de MOOC. En fait, 15 ans après, ce qu'on voit, c'est tu plus besoin de subir ce MOOC de Mmh. 1 heure et demie Ouais. où des fois tu peux sauter d'un chapitre à l'autre. En fait, tu peux directement interagir Mmh. avec cette base de connaissances et grandir. Écoute, Guillaume, un podcast qui tient, toutes ses promesses. Merci beaucoup, d'avoir pris le temps, ce matin de venir raconter, ton histoire qui est incroyable, entre, ton départ en France, la Chine, cette vente, ton développement aux États-Unis et cetera. Hem, Mathieu a cette, phrase, heu, qu'on lui connaît, désormais célèbre avec Génération Do It Yourself où il dit, «Nous sommes la moyenne des gens que nous fréquentons». Je suis vraiment ravi, de te compter, dans, les gens que je fréquente, de façon régulière. On a 200 souscripteurs dans notre fonds et je peux pas tous les côtoyer de façon aussi régulière que toi. Mais en tout cas, chaque interaction que j'ai eue ces dernières années me fait grandir, m'inspire, me donne à réfléchir, que ce soit sur, l'équipe, le management, la vision, le développement à l'international, et donc merci pour ça. C'est vraiment un plaisir et très heureux de pouvoir, faire découvrir ça, au plus grand nombre, et donc si vous voulez, le livre, de Guillaume en anglais, ça s'appelle «Flipping the Switch: How We Started and Scaled a Global Lighting Brand» et en français, c'est «Chine et États-Unis, notre coup d'avance» et ça sort dans quelques semaines. Exactement, mais On merci mettra le beaucoup lien. et ravi d'avoir fait ça et également je partage 100 ce que tu as dit. Les gens avec qui on est, on peut apprendre et avec toi, je me régale donc un grand merci. À bientôt, merci et n'hésitez pas à partager, liker, commenter, vous abonner à tous les contenus qu'on produit avec OVNI Capital. Merci.